Bienvenue pour cette 84e webconf de la PCC. Aujourd'hui, le titre du webinaire, c'est l'adaptation au changement climatique, un enjeu majeur pour les entreprises d'aujourd'hui. Et donc, pour cette webconf, je suis accompagnée de 4 personnes. Alors là, vous n'en voyez que 2. Il faut savoir que les 2 autres personnes arriveront en cours de webinaire. Donc, je suis accompagnée de Léna Trutt, qui est cofondatrice de Pixin, et de Charles Couster, cofondateur aussi de Pixin. Et donc, 2 personnes nous rejoindront par la suite, Loïc Perrochon et Arnaud Créteau, qui sont les cofondateurs de la méthode TELED, et ils vous expliqueront en quoi ça consiste à la fin du webinaire. Donc, je suis moi-même Clara Nord, responsable événementielle pour la PCC et coordinatrice de cette webconférence. Et donc, sur la slide suivante, vous verrez un bref aperçu de l'agenda de cette webconférence. Et très rapidement, sur la slide suivante, vous verrez un peu voilà, ce qu'est la PCC. Donc la PCC, depuis 2010, c'est une association qui représente et fédère les professionnels du conseil climat, énergie et environnement et qui travaille au quotidien avec les entreprises, les collectivités, sur toutes les thématiques qui vont toucher à la transition environnementale, au changement climatique et aussi à la mobilité durable. Et donc, on vous propose tout au long de l'année, de manière mensuelle, des webconférences pour répondre à l'une de nos missions qui est d'informer, d'expliquer, de donner des clés, de diffuser les bonnes pratiques aux organisations sur toutes les thématiques liées à la transition environnementale, dont l'adaptation, comme aujourd'hui. Et donc, pour les aspects logistiques de cette webconf, je voulais mettre au point quelques points. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconf dans l'onglet Q&R, qui est un onglet différent de l'onglet chat. Donc, ce sera plus facile pour nous de les traiter à cet endroit-là. Et si vous avez cependant juste des commentaires, des remarques, si vous souhaitez nous dire bonjour, vous pouvez le faire dans l'onglet chat, dans l'onglet discussion. N'hésitez pas, voilà, à discuter entre vous, à donner votre avis. On est preneur de tous les échanges qui pourront avoir lieu dans cette webconf. Quand vous envoyez un message, vous pouvez choisir si vous l'envoyez à tout le monde ou seulement aux hôtes et panélistes. Donc faites bien attention à sélectionner à qui vous voulez envoyer le message, hôtes et panélistes. Ça correspond donc à nous, les intervenants. Et donc vous êtes assez nombreux. On ne peut pas donc vous garantir qu'on répondra à toutes vos questions pendant cette session, mais sachez que voilà, si toutes les questions n'ont pas obtenu de réponse, dans la mesure du possible, en fonction aussi du nombre de questions qu'il y aura, on pourra vous les envoyer, vous envoyer les réponses a posteriori, quelques jours, semaines après la webconf. Et dernier point, les slides de présentation et le replay seront disponibles dès demain sur le site de la PCC et vous recevrez aussi une notification par mail dès que les éléments seront publiés. Donc, c'est tout pour moi. De ce pas, je vais passer la parole à Léna et Charles et on se retrouve dans 1h30 pour clôturer ce webinaire. Bonne webconf à toutes et à tous. Merci Clara. Du coup, bonjour à tous, bonjour à toutes. On vient du coup introduire cette webconférence en présentant qui nous sommes. Donc là, nous sommes effectivement de la société Pixin que nous avons cofondée avec Charles et avec une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui. Mais en fait, on fait partie d'un collectif plus grand et on intervient au nom de ce collectif. Donc un projet de coopération normande sur l'adaptation au changement climatique inter-entreprise. On s'est associé à 3 autres structures, RSY Conseil, avec Romain Sabi qui est adhérent à PCC et qui nous a introduit pour cette conférence, Négentropia avec Nicolas euh, Brard et plus de Objectifs Climat avec Marie Attino. Donc nous sommes donc 4 structures qui intervenons sur ces questions-là. On en profite pour parler d'un projet qu'on lance et qu'on espère voir se dupliquer sur d'autres régions. Nous, on essaie de créer le projet CNAKI, donc de coopération, une démarche inter-entreprise, inter-organisation pour essayer de tisser des liens et coopérer sur les questions d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un parcours en accéléré sur 6 mois qui permet d'aller sur un plan d'adaptation ou une première version. Donc, je suis donc Léna Trutt. Je suis initialement, je viens d'une formation d'ingénieur et depuis 2019, je me suis sensibilisée aux enjeux climat et j'ai commencé à faire de la sensibilisation et de la formation. Et je passe la main à Charles pour pas être trop longue, pour qu'il prenne la suite de cette présentation.
Parfait, merci beaucoup, Léna. J'espère que vous m'entendez tous bien et que vous me voyez bien. Donc du coup, Charles Couster, également cofondateur de Pixine avec Léna. Moi, j'ai plutôt une casquette d'écologue intéressé par les enjeux biodiversité. Mais assez rapidement, j'ai décidé que plutôt que de faire l'inventaire de ce qui allait disparaître, d'essayer d'éviter que tout ceci ne disparaisse. Et donc, je vous propose de commencer en faisant un petit point peut-être sur la différence qu'il y a entre atténuation et adaptation, qui sont les deux voies complémentaires face au risque climatique. Et je vous propose de commencer avec une image que j'adore, c'est ma grande passion ces 2 dernières années, c'est l'image de la baignoire. Et comme je n'ai pas de regard sur le chat, je fais confiance Et à, c'est à ce que Léna. j'allais dire, c'est que on essaie normalement de faire des choses très interactives. Là, on a un peu de mal parce qu'on est 200 sur une webconférence. Je vois par exemple que quelqu'un lève la main, on va pas pouvoir vous donner la parole aussi facilement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de parler soit dans le module de chat directement, où moi je vais essayer de le lire, et dans le module de questions-réponses Q&R que vous avez normalement visible. Et donc, n'hésitez pas à répondre aux différentes questions qu'on va vous poser directement dans le chat. Et je te relaisse la main. Et je tendrai le micro à Léna qui se fera votre porte-parole avec plaisir. J'en profite également pour remercier, vous verrez en bas à gauche d'un certain nombre de nos diapos, il y a une référence à l'ADAC, qui est l'atelier de l'adaptation au changement climatique et dont une bonne partie des slides sont issus de leur intervention qui s'appelle Déclic. Alors, pas la totalité, mais quand même une bonne partie, et donc on tenait quand même à leur rendre hommage puisqu'on trouve que leurs supports sont super. Et commençons avec cette histoire de baignoire. Vous rentrez chez vous, vous constatez que l'eau est allumée à grand débit et que la salle de bain commence à être légèrement menacée. Quel serait le premier réflexe? Est-ce que le chat le trouve, Léna? Eh bien oui, on me dit, on ferme le robinet, on coupe Et l'eau, on éteint l'eau. Absolument, on évidemment, coupe l'eau. évidemment, on coupe l'eau en premier, on arrête l'eau en premier. Malheureusement, vous constatez que l'arrivée d'eau est fort grippée. Vous n'arrivez pas à couper l'arrivée du quartier et la situation s'aggrave. Que fait-on alors? Ah, ah. Eh Bien bien, on sûr, propose d'ouvrir la bonde. on peut effectivement ouvrir la bonde, essayer d'augmenter le débit, mais on n'arrive pas à augmenter le débit à la vitesse à laquelle l'eau arrive, et on se rend compte qu'on a le sèche-cheveux qui traîne par terre, qui est encore branché, qu'on a le panier de linge sale qui est sur le Et point d'être atteint. on me propose d'autres réponses qui sont très, très justes aussi. Commence à prendre des échasses, apprendre à nager, appeler le plombier, ou écoper, ou mettre une Ouais, bouée. eh Qu'est-ce que tu bien, ferais donc de ces informations? et eh ben en fait, vous avez tout compris à la situation climatique. C'est pour ça que je trouve cette image absolument formidable, puisque fermer le robinet, c'est bien sûr fermer, essayer de limiter nos émissions actuelles en CO2. On parle donc d'atténuation. Et bah, essayer de mettre en sécurité, d'écoper, de surélever, de changer de pièce les différentes ressources importantes qu'on a dans la pièce, c'est se préparer aux conséquences de la baignoire qui déborde. Et là, donc, on parlera plutôt d'adaptation. Je trouve cette image formidable parce qu'elle répond à plein de problèmes. On est d'accord que généralement, quand on constate ça en rentrant chez soi, on tourne pas les talons en allant au cinéma d'à côté et en se disant, je laisserai mes enfants gérer la situation. Généralement, on essaye de s'y attaquer dès qu'on constate le problème. Et l'autre élément que j'aime bien, c'est que parfois, on peut nous poser la question de savoir si on y croit encore ou si on est encore optimiste sur les questions de transition environnementale malgré l'arrivée de Donald Trump. Eh bien, j'ai envie de dire que quand on voit la baignoire qui est sur le point de déborder, la question se pose pas de savoir si on est optimiste ou pessimiste. La question se pose juste de savoir comment on va faire en sorte que j'ai pas d'eau dans mon salon. Et donc, je trouve que cette image est formidable. N'hésitez pas à la réutiliser. Ça nous montre bien qu'en fait, pour réduire le risque climatique, il va falloir qu'on s'attache à l'atténuation et à l'adaptation qui sont en fait complémentaires et indissociables. Et elles sont complémentaires parce qu'en fait, elles agissent sur des choses qui sont relativement différentes. L'adaptation, c'est vraiment agir sur les conséquences, c'est-à-dire les canicules, les sécheresses auxquelles on va être confronté, tandis que l'atténuation, on intervient plutôt sur les causes. Donc, dans un cas, c'est comment on va réussir à faire avec les conséquences qui sont déjà inévitables, et l'atténuation, c'est comment lutter contre les conséquences qui sont, elles, pour le coup, évitables et pas encore déterminées à l'avance. On a un enjeu bien sûr d'échelle géographique. L'adaptation, on est face à des problèmes
qui sont des problématiques très locales, tandis que l'atténuation, on parle d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui se passe plutôt à l'échelle mondiale. Et dans un cas, on est sur une adaptation qui peut se faire à très court terme, mais qui va être dépendante de ce qu'on va mettre en œuvre sur les questions d'atténuation sur le long terme. Et donc l'atténuation, on est plutôt sur une trajectoire de long terme, puisqu'on sait que si on arrêtait dès demain la totalité des émissions d'origine anthropique, d'origine humaine, on aurait une inertie de l'ordre de 20 ans avant que la trajectoire climatique ne se modifie. Et donc dans les cas d'adaptation, on a souvent en fait des polyrisques, des enjeux qui sont croisés avec des acteurs qui ont des intérêts qui sont différents. Donc on est face à des problématiques qui sont complexes mais qui sont locales, qui sont des problématiques vraiment territoriales. À l'inverse, l'atténuation, paradoxalement, c'est relativement simple à faire puisqu'on a très clairement identifié depuis un certain temps maintenant les leviers d'action qui étaient à notre disposition, mais ce qui rend l'enjeu subtil, c'est la dimension planétaire, puisque bien sûr, une molécule de CO2 qui est émise à l'autre bout de la planète se fiche des frontières, et donc c'est un enjeu qui est assez large. Donc l'enjeu, la question, c'est de savoir comment j'arrive à marcher sur les deux jambes. On a souvent bien développé et bien musclé, même s'il y a encore besoin d'aller à la salle, notre jambe d'atténuation, mais on a un enjeu sur les questions d'adaptation. Et donc, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. On nous pose une question sur le slide là qui était présent, sur le mot simple sur atténuation, en disant c'est simple. Alors, l'identification des leviers d'action et la métrique, la mesure, en fait, c'est des indicateurs qui sont des indicateurs faciles à suivre. Dans le sens où la concentration atmosphérique en CO2 dans l'atmosphère ou l'acidification de l'océan, elles ont des causes relativement simples et identifiées. Et c'est des sujets qui sont plus clairs à aborder et à expliquer et à essayer de percevoir dans le sens un peu plus large. Après, c'est pas parce qu'on a compris qu'on a la volonté de changer. Et ça, c'est un autre enjeu, mais on devient politique. Et donc c'est bien la métrique qui est simple et Oui, donc pas le sujet qui est simple à gérer. oui, oui. Vas-y, je te laisse continuer. Mais merci. Et donc, à votre avis, quand on est face à un grand parc éolien, atténuation ou adaptation? C'est pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Oui, on va essayer de faire un peu interactif quand même, sinon c'est que moi qui parle tout. Atténuation, atténuation, atténuation. Bon, écoute, Et, je et pense ils, que et ils sont forts. Alors, dans ce cas-là, une digue? Belle digue en plus, hein. adaptation, Parfait. adaptation fois beaucoup. Ok, et là? Ah, Les deux, ou adaptation ou atténuation. Donc j'ai eu un peu de tout. ah, ils sont Mais beaucoup trop avant, je forts. précise que sur la digue, on m'a dit maladaptation. Et du coup, Je vois on qu'il en y en a qui ont reparlera un révisé. peu plus tard. Et Il y en a qui ont possible révisé. maladaptation à long Ouais, terme, elle on est très très propose moche ici en plus, aussi. hein. Je vous l'accorde. Et du coup, en fait, s'adapter. Alors, on revient peut-être, je vous le dis, oui. Généralement, les solutions basées sur la nature, on retrouvera un peu des deux, puisque ça atténue et ça permet de s'adapter. Et l'idée, en fait, c'est que s'adapter, c'est pas renoncer à réduire les émissions. C'est se préparer, en fait, aux impacts physiques inévitables auxquels on va être confronté, sachant qu'on sait que ces impacts physiques, ils sont voués à être de plus en plus forts. On le constate déjà aujourd'hui. Et il y a un vrai intérêt en plus à réfléchir les deux parce qu'on a des synergies. On a des solutions d'adaptation qui impactent les efforts d'atténuation et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un regard systémique sur ces questions. Mais je parle d'adaptation depuis le début. Peut-être qu'il serait pertinent de faire un petit point sur le lexique de l'adaptation, sauf s'il y a des questions brûlantes sur cette première partie, mais on les a pris à la volée, donc je propose qu'on continue. Et je vois que Léna apprend. Petit rappel sur la trajectoire de nos émissions annuelles. Plusieurs scénarios qui sont envisagés par le GIEC à l'heure actuelle. Les RCP, c'est les Representative Concentration Pathway, donc les chemins de concentration relativement représentatifs. Et on voit qu'on a quand même une énorme amplitude qui s'offre encore à nous aujourd'hui, entre un réchauffement qui sera compris entre 0,9 et 2,3 degrés pour la voie la plus optimiste et un réchauffement compris entre 3,2 et 5,4 degrés à l'échelle mondiale pour l'hypothèse la plus pessimiste. Et en fait, on se rend compte que la nature du problème auquel on va être confronté va différer assez nettement en fonction de la trajectoire qu'on prend.
Si on se dirige vers la trajectoire la plus pessimiste, on va se retrouver dans un environnement de risque physique systémique où en fait les stress environnementaux qui vont être imposés au secteur privé vont être tels qu'on va être dans la gestion du risque. Tandis que si on arrive à se maintenir sur une trajectoire plus basse, plus optimiste, en fait, on va avoir un phénomène croisé de risques, mais aussi d'opportunités, puisque ça implique une transition de l'économie vers un modèle qui va être bas carbone, avec du coup une évolution de la demande dans un contexte concurrentiel. Ça peut être un environnement qui est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus désirable, à mon avis, de se maintenir dans une trajectoire assez basse. Si on se dirige vers une trace excessive, ça ne sera que des problèmes à gérer, mais c'est le pas de l'atténuation. L'adaptation, elle va s'attacher au risque environnemental. Et pour pouvoir parler de risque, il faut qu'on arrive à définir c'est quoi les différentes composantes du risque. Premier élément pour avoir un risque, il me faut une catastrophe. Enfin, une catastrophe, ce qu'on appellera un aléa. En l'occurrence, un aléa, là, une inondation. Pour que ça représente un risque et de manière très anthropocentrée, un risque qui est important pour nous, êtres humains, cet aléa à lui tout seul ne suffit pas à constituer un risque pour nous. Pour que l'aléa devienne intéressant, il faut qu'on ait un enjeu qui soit présent à l'endroit de cet aléa. Et c'est en fait la croisée de cet enjeu et de cet aléa qui va matérialiser un risque. Et en fait, en définissant ces trois paramètres, ça va nous permettre d'identifier les leviers d'action qu'on va avoir à notre disposition. Puisqu'en fait, l'aléa, on en parlera juste après, l'aléa, il peut être plus ou moins intense, plus ou moins aigu, plus ou moins brutal, et il peut être plus ou moins fréquent. Et donc, on va avoir des risques qui vont plutôt être des risques de nature chronique, tandis qu'on va avoir d'autres risques qui vont plutôt être des risques aigus. Ensuite, mon enjeu, il peut être plus ou moins exposé au risque en fonction de son emplacement géographique, et il peut être également plus ou moins vulnérable à ce risque. Si j'ai une tempête en mer et que je suis sur une petite coque de noix et que je vis la même tempête sur un gigantesque porte-container, la vulnérabilité de mon enjeu est différente à l'aléa. Et du coup, c'est bien la croisée de ces deux éléments qui constitue le risque, et le risque qui peut être plus ou moins critique en fonction de l'enjeu qui est menacé. Et donc, de ces trois composantes, qui sont les trois composantes en fait habituelles qui constituent le risque, pour la partie aléa, c'est quelque chose sur lequel on va pas avoir la main directement, c'est plutôt des choses qui relèvent de l'atténuation et sur lesquelles, du coup, il faut continuer d'agir, essayer de minimiser l'ampleur et la fréquence des aléas auxquels on va être confronté. Mais pour les deux autres parties, c'est-à-dire la réduction de mon exposition, en tout cas l'évaluation et la réduction de mon exposition et l'évaluation et la réduction de ma vulnérabilité, là, on rentre plutôt dans le domaine de l'adaptation et c'est quelque chose qui est parfois un peu sous-évalué, sous-estimé à l'heure actuelle. Euh, une fois qu'on a posé ces éléments, l'idée, c'est un peu de voir quel est le constat déjà à l'heure actuelle et essayer de percevoir un petit peu vers quoi on se dirige. Et je propose de... Ah, sauf si on a des questions, peut-être, Et Léna. du coup, on a eu une question dans le chat de Leslie qui nous pose la question de peut-on chiffrer les coûts d'investissement entre adaptation et atténuation? Est-ce que l'un des deux leviers coûte plus cher? Ah, bah, en fait, généralement, les questions d'atténuation, on a souvent le triptyque sobriété, efficacité, substitution. Et dans un premier temps, les questions d'atténuation font économiser de l'argent et constituent des opportunités, alors que les adaptations, c'est des coûts d'infrastructure pour essayer de pallier à des aléas. Donc, je pense que le... Mais peut-être, Léna, Moi, tu veux... j'allais simplement dire que c'est deux leviers qui sont à actionner simultanément, Oui. puisque globalement, si on ne fait que de l'adaptation, bah, on va devoir s'adapter à des choses qui vont être de plus en plus compliquées. Donc, du coup, il va falloir aussi atténuer pour pouvoir aussi avoir moins à s'adapter. Donc, en fait, Et c'est des on vases communs. peut C'est des vases... chiffrer plus ou moins les deux investissements. Mais globalement, c'est que dans tous les cas, qu'on atténue ou qu'on s'adapte, si on le fait en amont, et ben, ça coûte moins cher que si on le fait au moment où on a des problèmes. Mais c'est des vases communicants, en fait. Tout l'argent que je vais investir dans l'atténuation, c'est de l'argent que j'aurais pas à investir sur des structures d'adaptation. Après,
tous les organismes économiques expliquent bien qu'il coûte plus cher de ne rien faire que d'agir en termes de coûts de dégâts et coûts d'infrastructure. Et je crois que c'est la Banque mondiale qui disait, alors il y a quelques années maintenant, qu'un dollar investi dans la transition environnementale, c'était 100 dollars économisés dans 50 ans. Donc de manière générale, c'est un investissement. Tout à fait, merci. Et d'ailleurs, on en profite, on sait qu'il y a énormément d'autres experts dans le chat. Si un jour vous avez une réponse à formuler, n'hésitez pas à répondre aussi et ça me fera très plaisir de la lire pour vous. On passe donc au constat. À quoi s'attendre? Sur quelle trajectoire de réchauffement se caler? Si vous avez la réponse, vous pouvez nous le proposer. À votre avis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de trajectoire de réchauffement? Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir passer à la suite. On parle de la TRAC, tout à fait. Globalement, la TRAC, la trajectoire de réchauffement sur l'adaptation au changement climatique, c'est de référence, donc c'est celle que la France a décidé de suivre. On peut la voir en trois étapes. En 2030, plus de degrés. En 2050, plus 2,7. Et en 2100, plus 4 degrés. Si tu passes au slide suivant, l'idée, c'est d'imaginer que le monde va passer à plus 3 degrés et donc la France à plus 4 degrés. Globalement, il faut se dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a une différence entre le monde et la France, c'est que les continents se réchauffent beaucoup plus vite que les océans. Donc lorsque le monde euh, prend une augmentation de température de plus 3 degrés, c'est l'équivalent d'un plus 4 en France. Donc globalement, quand on dit la France va faire un plus 4 degrés, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne respecte pas l'accord de Paris, ça veut dire que globalement on reste à peu près actuellement. C'est pas qu'on est plus défaitiste que le reste, c'est que globalement le réchauffement aujourd'hui il est supérieur. On a à peu près un réchauffement de 1,2 degré sur l'échelle planétaire et 1,7 degré à l'échelle française. Et on met une question, est-ce que je la reprendrai tout à l'heure parce qu'elle me paraît un peu compliquée et là, pas tout de suite sur le sujet. Est-ce que tu veux passer au slide suivant? Par exemple, on peut prendre deux exemples. On peut voir derrière aussi un certain nombre de projections. Donc ça vient de Climadiag. On en reparlera un peu plus tard. Donc par exemple, vous pouvez voir Chamonix en 2050. On peut aller regarder un petit peu les projections de température sur cette track. Du coup, plus 4 degrés à Chamonix en été par rapport à la fin du XXe siècle, ou bien si on regarde Le Havre en 2050, on peut avoir d'autres indicateurs que la température. On peut aussi avoir, par exemple, l'évolution du niveau moyen de la mer, donc de plus 36 degrés. Alors, on s'est fait le plaisir en plus de choisir Le Havre, puisque on nous l'avons pas forcément dit, mais Charles et moi, nous sommes sur le territoire normand, et donc on est un territoire qui est fortement exposé aux enjeux d'augmentation de température et de montée des eaux. Meknaki suggérait un petit peu notre origine normande. Et donc du coup, en fait, effectivement, c'est ce que je vous disais un peu avant. En fait, va y avoir deux natures en fait de risques en fonction de la fréquence. On va avoir des risques qui vont plutôt être des risques chroniques autour de de la pénurie d'eau et plus largement du changement des schémas de précipitation, avec des zones où on va avoir de l'eau en excès et de l'eau en déficit dans d'autres régions. Des hausses de température qui vont avoir un impact évidemment sur le travail. La montée des eaux qui est un problème, une lame de fond, si je puis me permettre, et des risques plus aigus, plus ponctuels, les tempêtes, précipitations sévères, inondations et sécheresses, euh, et cyclones, etc. Donc des risques importants, mais sur des laps de temps relativement courts. Et en fait, le constat, il est déjà observé par les entreprises aujourd'hui. On a le coût économique des catastrophes qui double en 20 ans. Et vous avez la part des différentes. On retrouve ici donc les inondations en rouge foncé et les tempêtes en rouge un peu plus clair. Arrivent derrière sécheresse, les feux de forêt et les autres. Mais vous voyez que c'est en croissance. Et en fait, on a déjà plusieurs exemples concrets des conséquences que ça peut avoir sur les entreprises. Peut-être un exemple qu'on peut avoir, c'est en juillet 2019, Aluminium Dunkerque qui est passé à quelques heures de devoir fermer, de devoir mettre à l'arrêt le site de production du fait d'une vague de chaleur.
Et on sait que la mise à l'arrêt d'un site de production pour pouvoir le relancer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a également l'impact des pluies et des sécheresses sur les matières premières, avec notamment des pluies extrêmes. Vous en entendez peut-être parler en ce moment de Nestlé qui passe un très bon moment au Sénat, puisqu'il y a des auditions à l'heure actuelle sur en fait des bouteilles d'eau qui ont été filtrées de manière illégale pour pouvoir être mises sur le marché, ce qui a eu un impact assez fort, notamment sur la maison Perrier avec du coup une obligation pour Evian de devoir se réorganiser en interne et de se recentrer autour de son siège en Suisse. Donc en fait, on a vraiment un événement climatique ponctuel qui a eu un impact majeur sur une petite entreprise, une petite PME familiale qu'est Nestlé, qui est quand même en train d'encaisser le choc de cet événement ponctuel. On peut également penser au risque indirect, parce que là, avec Nestlé, on était vraiment sur un risque sur leurs matières premières qu'ils exploitent eux-mêmes. La Porsche, on a l'exemple d'un effet indirect, puisqu'en fait, un de ses fournisseurs, suite à une inondation, a été en incapacité de les fournir en aluminium. Alors, eux, c'était pas une vague de chaleur, c'était une inondation. Mais en fait, du coup, ça a obligé Porsche à revoir sa production à la baisse et en conséquence son chiffre d'affaires à la baisse. Et on parle quand même d'une perte de 2 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires de Porsche. Encore un autre exemple, là, c'est comment le public et le secteur public, lui aussi, prend des initiatives qui ont un impact majeur sur les entreprises. On a l'exemple du préfet des Alpes-Maritimes qui annonce que à partir de maintenant, il ne sera pas possible de construire de nouveaux bâtiments si la ressource en eau du bâtiment n'est pas assurée sur la durée. Et donc, en fait, ça met à l'arrêt un certain nombre de projets qui étaient en cours, puisqu'en fait, il faut être en mesure de justifier comment on va réussir à se fournir en eau. Euh, D'autres exemples également de conséquences qui peuvent avoir lieu, là, cette fois-ci, non pas directement sur les entreprises du secteur privé, mais sur quelque chose qui est indispensable dans une économie mondialisée, à savoir les voies de fret et les voies de transport. Et là, les exemples sont légion. On peut repenser à la Neuf où les pneus neige n'étaient pas suffisants, c'était le maillot de bain qu'il fallait envisager à ce moment-là. Des enjeux également sur la qualité des vols avec des turbulences qui se multiplient du fait de l'augmentation de la quantité d'énergie présente dans l'atmosphère. On a également les rails qui vont pouvoir se dilater et avoir un impact sur l'efficacité du transport ferroviaire. Ça, c'est quand on a des vagues de chaleur. On a le canal de Panama qui lui aussi est impacté par un problème de sécheresse historique qui fait qu'en fait on a un ralentissement du débit et donc ralentissement du flux de bateaux commerciaux, ce qui a un impact sur cette grande voie commerciale. Le transport fluvial qui est également impacté lorsqu'il y a des sécheresses, puisque si j'ai moins de profondeur, je peux faire passer moins de bateaux en simultané. Ça, c'est dans l'hypothèse où j'ai plutôt un déficit d'eau, mais on peut avoir l'hypothèse où j'ai trop d'eau, comme on l'a vu avant, avec des inondations des voies routières, des routes qui peuvent être carrément emportées dans des régions où on a pas mal de relief. À l'inverse, des sécheresses qui vont pouvoir faire craqueler les routes. Et vous connaissez sans doute, vu le panel d'experts présent à cette réunion, l'enjeu de retrait-gonflement des argiles qui, notamment en fonction de l'apport en eau, vont avoir un mouvement qui peut aller jusqu'à 10% du volume. Donc ça craquelle les infrastructures. Des exemples plus récents aussi d'inondations de voies ferrées. Euh, et donc tout ça a également assez récemment les personnes qui sont restées bloquées dans leur village de vacances. Et on sait que rester bloqué sur son village de vacances, c'est rigolo 2 jours, mais qu'au bout de 2 jours, ça commence à devenir un peu long parce qu'en fait, le pont avait carrément été emporté. Et si vous vous souvenez, en fait, c'est des gendarmes qui ont dû venir à pied et faire un chemin pour escorter les personnes pour pouvoir sortir du village, sachant qu'on parle des personnes qui étaient en capacité de faire une marche pour sortir de ce village, c'est-à-dire pas tout le monde, vraisemblablement. Et en fait, dans cette histoire, il y en a qui se trompent pas parce qu'ils sont en première ligne, c'est les assureurs. Et je vous recommande ce document, c'est le document de prospective 2025 des assureurs, qui identifient dans leur cartographie des risques, vous le voyez, en numéro 1 à égalité avec les cyberattaques, le dérèglement climatique, dans la liste des 24 risques
prospectif, et un tout nouveau qui vient d'arriver dans le classement, qui a fait son entrée 14e, qui est l'inassurabilité, qui est maintenant une hypothèse qui est envisagée par les assureurs et qui est identifiée avec un vrai problème. Et on peut penser au nord de la France avec les inondations qui ont été connues. On a un certain nombre de communes euh, et d'habitants qui ne trouvent plus comment s'assurer. Ce qui est quand même un enjeu important. Et en fait, on a par exemple des structures telles que les gymnases qui accueillent du public, qui accueillent des enfants, qui sans assurance ne sont pas en capacité de pouvoir accueillir les enfants pour leurs activités sportives. Donc ça a un vrai impact social sur la vie du village. Et c'est également constaté, je vous montrais dans un premier temps l'augmentation des coûts. On va le retrouver également du coup sur les indemnisations des assureurs qui, eux, voient bien euh, de période en période les moyennes de remboursement augmenter. Et l'année 2023 aura d'ailleurs été, sans phénomène climatique extrême en métropole, la troisième année la plus chère pour les assureurs. Euh, et bien sûr, tous les secteurs d'activité sont touchés sans aucune exception. J'ai peut-être été un peu rapide, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien, ça tombe bien, il y en a quelques-unes des questions. Déjà, je remercie tous ceux qui font des apports dans le chat sur les différents sujets qu'on aborde. Je pense à Cécile notamment et à Olivier qui viennent de faire un certain nombre d'apports. N'oubliez pas d'essayer de répondre à tout le monde dans le chat, parce que si vous ne l'envoyez qu'aux hôtes et panélistes, ce ne sont que nous qui les recevrons. Et donc, c'est dommage de rater un certain nombre de choses. Je voulais juste rebondir sur le message de Ronan qui nous dit super tous ces exemples. Beaucoup de ces exemples viennent du déclic adaptation de l'ADAC dont on vous a parlé en introduction. Donc on en profite pour reparler de cet atelier ou de cette conférence qui permet d'avoir pas mal de choses. Alors on me demande je veux bien, si possible, la référence du rapport de la Banque internationale pour 1 dollar investi en transition écologique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à donner là tout de suite. Oh là là, c'est un Sinon, vieux ce chiffre que qu'on j'avais vous en tête. propose, c'est d'essayer de vous l'envoyer après, puisque le temps de retrouver la source, ça risque d'être un petit peu long. Euh, on nous pose aussi, savez-vous dire si dans le rapport de Météo France, le plus 4 degrés est à l'échelle française ou à l'échelle mondiale? Je ne suis pas sûre de la réponse, mais j'aurais dit que c'est à l'échelle française. Donc, je ne peux pas en dire plus. Je ne sais pas si toi, Charles, tu as des données Il me semble que là-dessus. c'est à l'échelle française, mais je suis pas sûr. Donc je veux pas. Ensuite, française, on nous dit, Il on me nous. semble ouais, que c'est française. Ensuite, plus 4 françaises et plus 3 dans le monde, on est à peu près d'accord aussi. Ce sont les coûts généraux de tous secteurs, pas pour les entreprises. Alors là, on est sur le début, tu sais, avec les différents coûts. Le graphique avec, je pense que c'est sur celui-là, parce que c'est arrivé au tout début, C'est lequel? Ah, ce. avant les exemples, Je reviens, j'arrive. Celui-là. celui-là. Ce sont les coûts généraux de tout acteur et pas que pour les entreprises, me demande-t-on. Oui, c'est les cours apportés, ouais. C'est les cours apportés, la somme des cours apportés. C'est pas les coûts assurés, hein, d'ailleurs. Et on voit en bas, en fait, c'est le World Economic Forum qui essaye d'évaluer un peu le coût des conséquences sur les éléments matériels au sens large. Et effectivement, on s'excuse pour le moment où on a parlé d'Evian, alors que Evian ne fait pas partie du groupe Nestlé, Pardon, j'ai dit Evian. Evian. mais bien Vittel ou Perrier, effectivement, et c'est Perrier d'ailleurs dans l'exemple dont Merci de on me parle. taper sur les doigts pour cette erreur. Et donc, c'est bon, je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas à venir les reposer dans le module QNR. Sinon, on va pouvoir continuer donc Mais sur nos merci différents sujets. pour ces contributions. On adore chez Pixine travailler en intelligence collective. Et quand on a vu un peu la composition des gens qui allaient participer à cette conférence, n'hésitez pas à nous donner. On prend avec plaisir. Et j'ai essayé de rechercher un peu la source de ces 1 dollar. Je crois que ça avait été dit à l'ONU par un représentant de la Banque mondiale il y a quelques années maintenant. J'ai essayé de retrouver en parallèle. Je ne l'ai pas retrouvé d'un coup, mais on vous le fera suivre avec plaisir. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes conséquences que ça pouvait avoir pour les entreprises, l'idée c'est d'essayer de voir quelques exemples d'adaptation
et d'autres qui sont plutôt des exemples de maladaptation. C'est un mot qui a été donné en parlant des digues. On vous a un peu vendu la mèche un peu plus haut. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une maladaptation? C'est une solution d'adaptation que je mets en place, mais qui en fait va avoir plus d'effets négatifs associés, que ce soit sur d'autres composantes des limites planétaires. Et je vous inviterai à faire un atelier sur les limites planétaires avec plaisir si jamais vous voulez aborder le sujet. Euh, L'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui est déjà mis en œuvre pour essayer d'adresser ces différentes questions. Et donc, je vous laisse dans le chat, bien sûr, nous expliquer s'il s'agit d'une bonne adaptation ou d'une maladaptation. Donc, on a l'exemple des barrières anti-inondation. Et ce qu'on vous demandera, c'est aussi de potentiellement justifier en 2 mots, Ah oui, parce que parfois, ça peut être une maladaptation ou une bonne adaptation, donc n'hésitez en pas fonction du à contexte. répondre. Donc, gestion d'urgence, installer des barrières anti-inondation. À plus grande échelle, construire des digues. Et je laisse la personne nous dire pourquoi c'était une maladaptation Alors, on un me peu plus tard. dit adaptation pour la personne donnée, mais impact en aval. Pour la digue, Bah, je pense même pour pour les barrières l'anti-inondation. anti-inondation. L'anti-inondation, ça compte aussi. Effectivement, j'envoie la flotte chez les voisins. Euh, et la digue, je vends pas la mèche tout de suite, je vous le donnerai à la fin. Créer des zones d'expansion de crues. Et donc, on m'a répondu quand même 2 réponses. Maladaptation, si la barrière rompt, amplification du risque, et on me dit aussi, tout dépend de ce qu'on cherche à protéger. On me dit aussi, pour la digue, ça peut décaler le risque dans l'espace comme dans le temps. Digue, c'est une maladaptation car ça crée un sentiment de sécurité. Et l'exposition à la crue, ça fait une adaptation. Maladaptation pour la digue, sauf si cela intègre dans un plan d'action plus global. Ah, vous êtes trop fort. Ils sont très forts, ils sont très forts. Faut vraiment que je sois bon parce que sinon ça va se voir. Non mais absolument, généralement ce qui se passe avec les digues, c'est qu'on va créer un sentiment de sécurité pour les populations et les collectivités derrière. Donc ça peut inciter les personnes à s'installer ou les infrastructures à s'installer. Et le jour où la digue est dépassée par un phénomène extrême, en fait j'ai augmenté mon exposition, j'ai augmenté la quantité d'enjeux que je plaçais vulnérables à cet aléa dans l'hypothèse où la digue est rompue. Donc ça peut être effectivement une solution temporaire pour essayer de trouver une solution. C'est une solution de court terme éventuellement, mais ça va. Tu veux dire quelque chose, Léna? J'allais dire effectivement, c'est ça, c'est s'il y a un plan d'action plus global, c'est une démarche à court terme qui permet de préparer les réactions sur un plus long terme, mais c'est une maladaptation si on la considère sur le long terme. Mais vous allez voir, on a plein d'exemples. Donc, je vous propose d'avancer. On Allons-y. a également donc les zones d'expansion de crues, planter pour essayer de lutter contre l'érosion et partir, hein, déconstruire et relocaliser dans l'hypothèse où eh bien on soit déjà battu par la mer. Euh, Autre exemple, comment s'adapter à la chaleur dans les habitations et les bâtiments? Un exemple qu'on peut avoir, c'est s'appuyer sur la géothermie, c'est-à-dire aller puiser de l'eau fraîche, éventuellement dans la nappe, et la faire circuler dans sa maison pour rafraîchir sa maison. La climatisation, grande star de l'adaptation. L'isolation thermique, la végétalisation des toits et des façades, et peindre les toits en blanc. Est-ce qu'on a peut-être une grande maladaptation qui ressort? Bah, bien sûr, on me dit la clim, maladaptation, clim, maladaptation, clim, maladaptation, la clim, la clim. Ah Euh, ouais. on m'a dit par contre effectivement que planter une solution fondée sur la nature, ça marchait super bien. Et on me pose la question pour les digues, donc je suis désolée, je reviens un peu en arrière, mais c'est le temps que les Mhm. questions arrivent. Il n'y a pas aussi la question du coût important qui pompe le budget pour faire une meilleure adaptation. Si, bien C'est sûr, l'argent qu'on met dans l'infrastructure de digue, c'est de l'argent qu'on met pas ailleurs. Et il faut savoir où est-ce qu'aussi on va aller récupérer ce qui va nous servir à faire la digue. Ça peut avoir potentiellement ouverture de carrière, etc. Donc oui, il y a un énorme enjeu sur les digues. C'est rarement la bonne solution. Mais comme dans tous les problématiques environnementaux, s'il y avait un guide simple et unique qui permettait de fonctionner partout, ça serait trop facile et on s'ennuierait et nos métiers n'auraient pas de sens. Et donc, il faut bien sûr voir les problématiques locales à chaque fois. Dans certaines circonstances, ça peut être pertinent, même si ces circonstances sont extrêmement restreintes. Euh, Oui,
Du coup, on me parle de plein de choses. Et ça va très vite dans le chat. J'essaie de suivre, mais en même temps, dès qu'il y a un nouveau message, j'arrive en bas. Euh, la végétalisation suppose de renforcer les structures, Mm. donc pas forcément toujours une bonne solution. C'est effectivement à chaque fois un cas par cas, il faut aller regarder un petit peu. Le toit en blanc qui réduit l'apport en chaleur solaire l'hiver, donc qui demande plus de chauffage potentiellement. Donc c'est effectivement un sujet. C'est pas forcément une solution d'adaptation partout. Par exemple, si vous mettez un toit blanc en Finlande ou dans un pays plus froid, potentiellement, c'est pas forcément une solution. Euh, on me demande si on connaît la climatisation adiabatique à base de vapeur d'eau. Personnellement, je ne connais pas le Ah, sujet. si, si, c'est les pots de terre, effectivement, qui sont utilisés. On utilise le mécanisme, en fait, d'évaporation de l'eau. Et lorsque l'eau s'évapore, elle va capter une partie de l'énergie sur la surface et va pouvoir refroidir. On est sur des mécanismes de climatisation qui, eux, sont de nature complètement différente et ont pas l'énergie et ce qu'on va avoir dans les climatisations électronique, phénomène de climatisation naturelle. Mais oui, je crois que c'est des techniques qui sont utilisées en Afrique subsaharienne. Je dis pas de bêtises. Je suis confirmé par le. Eh bien, je vous laisserai regarder, mais en tout cas, c'est effectivement, c'est des choses qui fonctionnent. On me demande aussi, et je vais pas pouvoir rebondir sur tous les points parce que Oui, vous avez beaucoup de points. et il faut pas qu'on se mette en Adiabatique dans les retard. data centers aussi, on me dit. Du coup, on me dit, franchement, le vrai sujet, c'est l'usage de la clim dans un hôpital ou pour un terrain de paddle. Ce n'est pas le même intérêt. Alors, on est tout à fait d'accord avec ça. Ah On me oui, pose dans la un EHPAD. question, quid de l'effet des sécheresses annuelles, voire pluriannuelles, sur le fait de planter? Bah, effectivement, c'est des choses qui se regardent, qui se calculent. Mais Euh, après, les sécheresses, on a des moyens de temporiser la sécheresse en fonction de la manière dont on organise notre végétation. Et là, c'est ma casquette d'écologue qui revient à la rescousse. Le meilleur moyen de lutter contre la sécheresse, ça reste la végétation. Je propose d'avancer, mais on reprendra s'il y a des questions qui n'auraient pas été répondues et qui étaient brûlantes. On reprendra un peu après. L'idée aussi, c'est de savoir comment travailler à l'extérieur et comment essayer d'adapter le travail face à des vagues de chaleur. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Décaler les horaires de travail, avec les conséquences sociales éventuelles que ça peut avoir. Augmenter le nombre et la durée des pauses, ou recourir au chômage technique dans les périodes où c'est impossible de travailler. Comment adapter l'agriculture à la chaleur, à la sécheresse, au plus extrême, à une plus grande variabilité des paramètres climatiques, et assurer la couverture du sol de manière permanente, essayer d'éviter de se retrouver avec un sol à nu, planter des espèces plus résistantes. Alors je vous laisserai voir auprès de qui vous vous fournissez pour ces cultivars. Planter des haies autour des parcelles ou encore mieux en intraparcellaire et aller encore plus loin et pratiquer l'agroforesterie. L'agroforesterie qui est un mélange de différentes strates en fait de culture sur une même parcelle. Comment adapter les villes à la chaleur et aux pluies? Et c'est quelque chose qu'on voit mine de rien dans pas mal de grandes villes aujourd'hui. Débitumer les centres-villes, végétaliser les quartiers résidentiels, désimperméabiliser et végétaliser les cours d'école et renaturer les cours d'eau. Je vais en profiter pour faire une parenthèse. On a un des participants qui nous a parlé des solutions d'adaptation fondées sur la nature un peu plus tôt. Effectivement, c'est un panel de solutions qui s'appuie sur la nature et sur les espaces, la végétation en général pour essayer de s'adapter. Généralement, vous vous plantez jamais quand vous prenez des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et en plus, ces solutions d'adaptation participent de l'atténuation. Donc, autant la digue, dans 99% des cas, c'est pas une excellente idée, autant les solutions d'adaptation sur la nature, dans 99% des cas, c'est une bonne idée. Bien sûr, en étant attentif sur les espèces et les essences que vous utilisez, l'idée n'étant pas d'introduire des espèces exotiques envahissantes dans mon milieu, ça serait quand même dommage de se tirer une balle dans le pied. Et en fait, ces solutions fondées sur la nature qui sont hyper simples, en fait, on les constate directement. Ça, c'est une expérience dont vous avez peut-être entendu parler qui a été menée à l'est de Montréal, dans deux rues situées à 500 mètres de distance, le même jour évidemment. Et en fait, ils ont fait des relevés de température entre une rue où la végétation était relativement faible, le couvert arboré en particulier était relativement faible, comparé à la rue de Chapelot à droite où la végétation est plus importante.
Et en fait, le constat, il est sans appel, hein. Température de l'air, on a plus de 2 degrés de différence, quasiment 3 degrés de différence. Vous voyez sur le petit balcon des habitants, d'un côté un balcon à 32 degrés, 31,5 et de l'autre à 27. Donc je fais pas le détail, hein. Vous voyez, la voiture noire à 33 degrés contre 72. On s'est tous déjà brûlé la main en mettant. Enfin bref. Donc en fait, on a vraiment une illustration assez concrète et assez prégnante de ce que ça implique. Ces différences de température, c'est pas juste cosmétique, hein. Ça peut avoir une influence sur la mortalité dans la ville lors de vagues de chaleur. Je rappelle qu'en France, on est quasiment à 4000 morts l'année dernière du fait de la chaleur. Donc c'est pas des choses qui sont marginales. Et je tâche de rester dans les temps, mais vous voyez, on vous a prévu quand même plein de temps pour vous donner la parole. Mais sauf Euh, si on a tout on, répondu. on a une question. Quelle est la différence entre un SBN et un SAFN? Solution Solution, d'adaptation fondée sur la nature, SBN, là je n'ai pas solution l'abréviation, basée sur la nature. basée sur la nature. J'ai pas la réponse. Je sais même pas. Ok, J'avais jamais entendu SBN. Euh, je ne sais pas. Et il voilà. faut savoir Par dire quand contre, on sait. Ludovic vous a partagé un super outil pour trouver des solutions fondées sur la nature. Donc, merci pour ce partage. Et donc, comme on n'a pas l'air d'avoir d'autres questions, pour les questions, le mieux, c'est que vous les mettiez dans le Q&R. Ça me permet de les voir plus facilement plutôt que dans le chat. Mais du coup, on va pouvoir passer donc à la Mais, suite. mais merci pour vos compléments dans le chat. Et pour rester concentré, je ne l'affiche pas, mais je le lirai avec attention dès que j'aurai fini mon petit topo. Et maintenant qu'on a posé le constat et qu'on a vu qu'il y avait quand même tout un panel de solutions qui pouvaient exister, même si elles n'étaient pas toutes indiquées dans toutes les situations, et même certaines étaient plutôt à prendre avec précaution. L'idée, c'est d'essayer de décliner un peu le panel des pistes d'action qui s'offrent à nous. Et pour ça, il faut l'idée, c'est un peu de les catégoriser dans trois grands types d'actions qui existent. Les actions qui sont pour répondre à des aléas climatiques de faible intensité et qui sont en fait dans l'ensemble, les solutions, les actions les moins efficientes pour s'adapter, on parlera plutôt d'actions curatives. En fait, c'est vraiment des actions de protection, d'indemnisation, de gestion de l'urgence ou simplement en réaction à un phénomène ponctuel. Et en fait, c'est plus en phase avec l'intensité des aléas climatiques auxquels on sait qu'on va être confronté en intégrant simplement les 20 ans déjà d'inertie qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui nous emmène quasiment jusqu'en 2050, qui nous emmène jusqu'en 2045. Donc, l'idée, c'est à minima d'essayer de mettre en œuvre des actions pour les entreprises qui soient des actions préventives, qui essayent vraiment d'anticiper, voire de réaménager leurs enjeux face à ce à quoi on va être confronté. Mais l'idéal est bien sûr d'aller jusqu'à aujourd'hui des actions transformationnelles. C'est ce qui est en phase en fait avec ce qu'on projette en termes d'aléas climatiques. Et là, ça va être d'essayer d'agir sur les causes structurelles de la vulnérabilité de nos structures. Et on pense que sur les questions d'adaptation, il y a un vrai enjeu à agir collectivement, et vous le comprenez, c'est pour ça que on prône la construction d'un parcours qui soit un parcours inter-entreprise, puisque l'idée, c'est d'essayer d'identifier les actions préventives et transformationnelles qui vont impliquer tout un territoire, sachant qu'on a souvent, au sein d'un territoire, on est exposé aux mêmes aléas, et donc ça fait vraiment sens de pouvoir s'organiser tous ensemble. Et même pour derrière les pouvoirs publics, quand les pouvoirs publics s'associent à des structures, en fonction de la structure qu'on projette, on la projette pas sur des pas de temps identiques, par exemple. Mais on sait que l'infrastructure qu'on construit aujourd'hui en 2025 sera toujours exploitée dans plusieurs années. Un pont, par exemple, si on construit un pont aujourd'hui, le but c'est qu'il soit encore utilisé et utilisable d'ici la fin du siècle. Et donc, si je construis un pont aujourd'hui et que je souhaite qu'il soit utilisable d'ici la fin du siècle, bah c'est une infrastructure sur laquelle, on le voit sur ce graphique-là, j'ai une grande amplitude d'hypothèses à l'heure actuelle de situations auxquelles il va devoir être confronté. Et donc, il faut que je le prenne en compte dans l'élaboration de mes infrastructures, de savoir OK, j'ai une grande amplitude de potentiels aléas et en termes d'intensité et de fréquence auxquels je vais devoir être confronté. Donc, il faut que j'anticipe euh, lors de la construction. Et en fonction du bâtiment ou de l'infrastructure concernée, bah, il faudra que je sois en mesure d'apprécier de manière plus ou moins long terme un projet touristique, l'amplitude vers laquelle je me projette est moindre, des infrastructures plus lourdes, je me projette vers plus. Et peut-être on peut voir quelques exemples sur du coup cette notion d'anticipation.
Et un premier exemple, c'est l'exemple de BIC. BIC est une entreprise qui cherche à prévenir le risque de vagues de chaleur pour ses salariés. Et donc, pour prémunir des vagues de chaleur, ils construisent en 2013 un premier bâtiment très bien isolé. Et en fait, ils se rendent compte assez rapidement que la température moyenne qu'ils ont dans leur bâtiment, bah, en fait, ça va pas du tout. Ils ont trop chaud. Ils sont isolés, ils ont voulu se prémunir des vagues de chaleur et, in fine, ils ont trop chaud dans l'usine. Solution en 2015, installation d'une climatisation. Problème, il n'y a pas de flux d'air dans leur site. Et donc, en fait, ils installent la clim à un endroit, mais ça va absolument pas résoudre la situation, puisque, en fait, l'air ne circulant pas, on a la chaleur qui continue de s'accumuler. Et donc, c'est à partir de 2018 qu'ils vont justement là prendre le problème en amont, c'est-à-dire lors de l'élaboration de leur site suivant. Et là, ils réfléchissent justement comment ils vont naturellement permettre un fléchage des flux d'air qui va aller en fait des bureaux vers les machines, qui va permettre en fait de maintenir une température plus basse. Et donc, on va dire que la leçon du premier échec leur aura appris pour le second bâtiment. Et aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question, ah oui, j'ai peut-être pas précisé, mais en fait, le premier bâtiment, qui était très bien isolé, ils avaient trop chaud, notamment parce qu'en fait, ils étaient dans un environnement qui était un environnement trop minéral. Trop minéral, ça veut dire quoi? Il y avait trop de béton et trop de bitume autour du site. Et en fait, ils se sont rendus compte que la végétalisation était un bon moyen et un moyen plus économe, c'est ce qu'il nous montre en bas à droite, pour résoudre ce problème de vague de chaleur. Et donc, on peut peut-être lire rapidement. Le succès ne peut se baser sur une approche entièrement top-down. Si les grandes orientations sont données par le directeur en développement durable, la démarche est intégrée dans tous les métiers et se traduit en projets concrets. L'idée, c'est que plus on co-construit au sein de sa structure, plus les choses se mettent en place de manière efficace. Deuxième exemple, peut-être l'exemple de Hennessy. Hennessy qui, on le sait tous, produit des jus de fruits fermentés et qui, eux, ont lancé un projet avec les collaborateurs justement d'essayer de protéger le vignoble autour d'eux. Et l'idée, ça a été de planter des haies, les haies qui ont plusieurs intérêts, d'abord en termes d'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation. Ils permettent un meilleur écoulement de l'eau lorsqu'on a des pluies importantes dans les sols. Donc ça porte plein d'intérêts. Et je trouve que le témoignage est quand même assez intéressant. De la part des équipes de NSI qui du coup reviennent à leurs produits et à la terre qui est en fait leur matière première avant même le fruit, c'est vraiment la terre, leur matière première, qui nous dit que pour aborder ces sujets complexes d'adaptation et d'atténuation, de biodiversité, d'eau, qui en plus interagissent tous ensemble, il faut être pragmatique et accepter d'apprendre en marchant. Et je trouve que c'est une formidable phrase. Dernier exemple, qui est souvent le bon élève qu'on décrit un petit peu. En tout cas, la structure qu'on décrit un peu comme le bon élève, l'exemple de Michelin qui, du coup, a mené une réflexion à une échelle plus systémique et qui, en fait, se pose vraiment la question de savoir comment maintenir l'entreprise dans un environnement qui est voué à changer de manière assez drastique. Et du coup, il y a une vraie analyse systémique qui est en train d'être faite en essayant de ne pas se confronter avec des enjeux de production de court terme, mais de restructurer et de limiter notamment son exposition aux différents aléas climatiques. Tous les exemples qu'on vient de vous donner, enfin tous les exemples, les trois exemples qu'on vient de vous donner, c'est trois exemples sélectionnés parmi 30 qu'on retrouve dans ce petit guide de l'ADEME et qui nous présente comment en entreprise on peut s'engager dans un parcours d'adaptation au changement climatique. Et je vous recommande ce petit guide puisqu'on y retrouve notamment la présentation d'un parcours que Léna va sans doute vous présenter avec passion. Et du coup, je rebondis juste, non, c'est bien 1000 kilomètres qui est précisé et pas 1000 mètres de haies qui ont été plantés. J'ai dit 1000 mètres, c'est moi? Non, non, c'est que Ah, la question, ok. c'était en mode plutôt en mètres, non, 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 c'est bien 1000 kilomètres. C'est pas aussi large qu'une autoroute, donc on peut facilement faire du métrage quand on parle de haies. Et on nous parle d'un autre exemple dans la viticulture, le travail du château cheval à Blanc avec Marc-André Sellos. Marc-André Sellos, si vous voulez vous questionner sur les questions de biodiversité, ça fonctionne toujours. Euh, donc,
Du coup, le parcours adaptation de l'ADEME, en fait, les parcours adaptation. Vous voyez en orange, ce qui se passe la plupart du temps lorsqu'on parle d'adaptation dans une entreprise, c'est un parcours d'adaptation partielle, une action ponctuelle parce que soit justement un territoire a été inondé et donc du coup ça a ouvert les questions d'adaptation et on a traité que les questions sur les inondations par exemple, ou bien vous avez vu un reportage sur un concurrent qui, je sais pas, a eu des problèmes sur une augmentation de la température et donc a dû s'adapter. Et donc, vous vous dites, nous aussi, on va devoir s'adapter. Et donc, l'entreprise va prendre juste cette action ponctuelle sur ce sujet-là. Et ben, globalement, généralement, c'est pas assez complet. Et donc, ce que l'ADEME propose, c'est de faire des parcours d'adaptation un peu plus complets, donc qui partent en amont, faire un diagnostic, donc d'évaluer les risques, les opportunités liées au changement climatique, parce qu'il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Derrière, d'essayer d'avoir un déclencheur, notamment pour essayer d'embarquer peut-être aussi tout le monde dans l'entreprise et pas simplement une personne. Essayer de s'inclure dans un territoire, donc c'est ce qu'on vous parlait, de se mettre dans ce côté inter-organisation, ou en tout cas de pas être tout seul, donc soit par rapport au territoire, soit par rapport à une filière. Essayer d'avoir une stratégie, donc prioriser dans un premier temps, faire ce qui est peut-être le plus à risque, puis évaluer, et en fait, on peut avoir quelque chose de cyclique et revenir sur les différents sujets. Donc l'idée étant là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour être déclencheur, on vous en a spoilé une partie aujourd'hui. On peut potentiellement avoir, par exemple, un atelier comme les ADAC, qui permettent du coup d'être déclencheur pour une partie des personnes qui vont travailler sur ces sujets-là. Si on passe sur la suite, d'autres pistes d'action, déjà, c'est de savoir un peu ce qui va vous arriver. Peu importe où vous êtes, vous avez un certain nombre d'outils de projection climatique. Donc, je vais aller très vite parce que sinon, on va se mettre en retard. Mais globalement, vous avez Climadiac, je vous en ai un petit peu parlé, qui est basé sur la TRAC, donc la trajectoire de référence sur l'adaptation au changement climatique, qui vous permet d'avoir 3 horizons de temps, puisqu'on vous a parlé notamment de s'adapter en fonction d'une temporalité aussi. Donc 2030, 2050, 2100 sur une dizaine d'indicateurs. La montée des eaux, les vagues de chaleur, un certain nombre de sujets comme ça. Donc vous pouvez mettre le nom de votre commune et voir un petit peu à quoi vous allez devoir vous adapter. Vous avez Drias aussi qui vous permet du coup aussi de vous projeter dans un certain nombre de scénarios climatiques régionalisés, donc pour essayer de s'adapter derrière. Donc vous avez des simulations climatiques pour plusieurs donc, c'est pour les territoires métropolitains, la France métropolitaine aujourd'hui, mais vous avez un certain nombre d'informations. Vous avez d'autres outils comme l'outil de dépistage des risques côtiers. Et donc, typiquement, j'ai les pieds dans l'eau d'ici très peu de temps, si on continue aujourd'hui avec ces risques, puisque les risques côtiers ne sont pas uniquement sur les côtes, mais aussi au niveau, comme là, on peut le voir, sur un fleuve, On avec remonte les du coup, estuaires. exactement. Vous pouvez aussi essayer d'acculturer aux risques climatiques. On va arrêter de faire de la pub pour l'atelier des adaptations, les ateliers d'adaptation au changement climatique, mais c'est un très bon outil pour le faire. Et ensuite, vous avez un certain nombre de méthodes qui vous permettent derrière d'avoir votre plan d'adaptation, ou en tout cas un premier plan d'adaptation. Vous avez donc OCARA, qui est une méthode de référence pour l'analyse du risque et la définition d'un plan d'adaptation. C'est quelque chose de très lourd, donc ça prend du temps. Vous avez aussi acte adaptation de l'ADEME pour évaluer votre plan d'adaptation, donc qui est un peu plus court potentiellement. Vous avez DIAG, de la même manière qu'il y avait le DIAG décarbonation avec la BPI France, vous avez aussi aujourd'hui le DIAG adaptation qui a vu le jour. Donc vous pouvez aussi essayer de participer là à ça. Et au niveau régional, on vous conseille d'essayer de voir s'il n'y a pas des collectifs qui commencent à proposer des parcours qui permettent de sensibiliser sur les questions de trajectoire d'adaptation. Et donc, nous, on en a un, mais il y en a d'autres. Et s'il y a des consultants dans la salle qui veulent savoir ce qu'on fait sur d'autres régions, sur notre région, on sera ravis aussi d'échanger à posteriori pour essayer de vous donner les billes de ce qu'on propose. Et donc, la question, c'est alors on s'y met. Vous avez à gauche ce qui se passe si on s'adapte dans les temps. On peut avoir un joli dessin bien prêt, etc. Ou bien si on s'adapte au dernier moment. Donc voilà, on a 3 questions avant de passer la main à la suite et à Loïc et Arnaud qui sont arrivés.
Alors, il y en a une question, c'est une réponse, donc on va pas la passer. On nous pose la question, est-ce qu'on peut estimer que le fait d'avoir réalisé sa double matérialité normée CSRD est suffisant en termes de diagnostic pour démarrer le parcours complet? Alors, le parcours complet, il se démarre à n'importe quel moment, donc on n'a pas besoin d'avoir réalisé des choses à l'avance, on peut y aller même sans avoir déjà réalisé votre double matérialité. Donc oui, bien sûr. Comment se procurer ces outils? Les différents outils, c'est des sites internet, ce qu'on vous a proposé hein, pour connaître un petit peu les, euh, les les différentes choses auxquelles on va être touché. Et bah, c'est directement des liens internet. Donc vous les retrouverez en retapant le nom de ce qu'on a présenté sur internet. Vous les retrouvez très facilement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On nous dit, victime de son succès, Jag Adaptation suspend l'offre dans l'attente de l'issue de discussions budgétaires avec l'État. Eh bien, merci pour cette information. Restez du coup connectés pour savoir si ça s'améliore. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, nous avons 1 minute de retard, tout va bien. Euh, on vous propose donc de faire une petite passe sur la suite. Qu'est-ce qui se va se passer globalement? On l'a vu, des baisses de rendement agricole ou pas agricole, de baisses de rendement en tout cas de matières premières, de baisses de disponibilité ou des questionnements sur les questions d'énergie, des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui peuvent être dues par exemple à des inondations, on en a parlé, des conditions de travail dégradées parce que potentiellement trop de chaleur sur un poste de travail par exemple. Et donc nous on vous propose d'aller se questionner sur une manière de s'adapter notamment sur la question de la gestion des variabilités. Vous verrez, on peut s'adapter au niveau de la journée, au niveau d'une semaine, au niveau d'une saison. Ce qu'on vous propose, c'est de passer à la méthode TELED. Et donc, nous allons passer la parole à Loïc Perrochon et Arnaud Créteau, qui nous font l'honneur d'être présents sur cette réunion, sur ce webinaire. Donc, peut-être que on vous laisse vous présenter. Bonjour, ça va, le son passe bien? Ah, on vous entend de très loin, Arnaud. Je ne sais pas si vous Ok. êtes bien dans le casque. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bah, j'espère que ça va suffire. Alors, je sais pas si on me voit aussi. Oui, très bien. Ok. Donc, je suis justement aujourd'hui en plein diagnostic télé dans une brasserie. Donc, j'ai choisi un fond pas trop. Voilà, vous avez un joli fond aujourd'hui. Je suis désolé pour l'ambiance visuelle. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'on a 15 minutes. Donc, moi, je suis Arnaud Créteau, je suis le gérant de Néoloco, donc une entreprise de, de boulangerie, de torréfaction qui est basée en Normandie, qui a la spécificité d'utiliser l'énergie solaire pour cuire. Et puis, le cofondateur de la méthode TELED que je vais présenter avec Loïc. Et Loïc est expert en organisation industrielle, cofondateur de la méthode TELED aussi et de Labeltech, qui est une entreprise de professionnalisation des low-tech. Voilà. Peut-être que je commence avec la première slide. Je vois pas les. C'est bon, on est sur 2009 en voyage d'études sur l'énergie. Ok, alors d'accord. Ben, moi, je vois pas les slides. C'est étonnant. Je ne sais pas si je peux les voir. Alors, Je vous... désolé, on a Ok. petite question Mais s'il y a que technique. moi, s'il y a que moi, c'est pas grave. Euh, alors, je vais juste, je l'ai sous les yeux, ça va m'aider de le voir. Ok. Donc en fait, voilà. Donc moi, j'ai un profil d'ingénieur énergéticien et et donc en 2009, effectivement, on a fait un voyage d'études sur l'énergie à travers dans une vingtaine de pays. Auprès d'une soixantaine de projets énergétiques. Et en fait, le début de la réflexion, c'était de se dire que c'était de prendre conscience en fait que effectivement l'énergie, ça allait être un des enjeux majeurs des décennies à venir, notamment parce que de toute façon, peu importe la ressource à laquelle on s'intéresse, il y a besoin d'énergie pour l'extraire et que si vous avez tous en tête les graphes
l'explosion des consommations d'énergie primaire à l'échelle de la planète, évidemment, c'est corrélé avec l'explosion des consommations de ressources, peu importe lesquelles. Voilà, il faut de l'énergie pour extraire n'importe quelle ressource sur cette terre. Et donc l'énergie, c'est un des enjeux majeurs des décennies à venir et des décennies passées aussi. Voilà. Et le gros apprentissage de ce voyage d'études, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été de se rendre compte que finalement, l'enjeu énergétique, c'est un enjeu beaucoup moins technique et un enjeu beaucoup plus social. Donc là, vous voyez sur les photos, on est dans le gazoduc Nord Stream, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et puis juste en dessous du gazoduc, donc là, on est en photo à l'intérieur du gazoduc, qui était en construction en 2009 au moment de ce voyage d'études. Et puis encore une photo dans une mine de charbon du Donbass en Ukraine. Voilà, donc ça, c'est des points chauds énergétiques qui sont connus depuis des années. C'est pas entièrement un hasard si on entend beaucoup parler de ces endroits aussi en ce moment, parce que parce qu'il y a aussi des enjeux d'accès aux ressources, en fait. Voilà. Et puis voilà. Donc globalement, il suffit de voyager, si vous voulez, pour observer qu'il y a des technologies qui fonctionnent à des endroits et des technologies qui fonctionnent et les mêmes technologies qui fonctionnent pas à d'autres. Donc évidemment, la science étant la même partout, c'est ni la technique ni la science qui peut expliquer ces différences. C'est le tissu social local, les modes d'organisation, les savoir-faire, les représentations sociales, les croyances, etc. Et donc ça, c'est un apprentissage extrêmement important pour un sujet comme celui de l'énergie, qu'on remet en général dans les mains des experts, des techniciens, des scientifiques, qui ont énormément de mal en général à mesurer l'importance du social sur ces sujets qui pourtant semblent très techniques. Dans ce voyage d'études, j'ai un des projets par lesquels je suis passé, c'est effectivement le projet Lightfire que j'ai rencontré en Inde. J'ai rencontré l'équipe de Lightfire en Inde. Donc c'est la photo de droite qui conçoit des concentrateurs solaires pour les artisans. Voilà. Pour un usage artisanal. Donc un concentrateur solaire, c'est une surface de miroir, en deux mots, qui permet de concentrer de la chaleur à haute température en un point. Alors en 2019, j'ai eu l'opportunité de créer un projet qui s'appelle Néoloco. Donc il y a un projet artisanal de boulangerie et de torréfaction, mais qui peut être vu aussi, et qui est un vrai laboratoire de développement et d'expérimentation en milieu réel, c'est-à-dire que contrairement à un laboratoire de R&D classique, et ben Néoloco est connecté à l'économie et à, à la réglementation du travail, etc., etc. Donc en fait, ça a permis, si vous voulez, d'expérimenter toutes les transformations de modèles économiques et de modes d'organisation de l'activité pour pouvoir faire quelque chose qui soit viable avec un four à concentration solaire et en gros imaginer la meilleure manière d'utiliser une technologie sobre, qui est en fait la démarche complètement opposée de ce qui se fait dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des technologies pour absolument ne rien changer euh, aux entreprises, aux activités, aux modes d'organisation existantes. Donc, c'est-à-dire de faire une transition énergétique par substitution. Voilà. Et là, la démarche est inverse, c'est-à-dire quel mode d'organisation est compatible avec les technologies que j'ai envie d'utiliser. Voilà, donc pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'avant de démarrer l'activité de boulangerie de Néoloco en 2019, il y a eu 2 ans de recherche de sélection des savoir-faire les plus appropriés pour être en capacité, si vous voulez, que le pain soit prêt à cuire au moment où le four solaire a le plus de chances d'être chaud, quoi. Donc c'est beaucoup de travail de transformation métier parce que le pain, c'est un produit périssable. Donc là, même nous, on fait des pains au levain qui se conservent une semaine, si vous voulez, mais il faut quand même trouver du soleil dans la semaine si vous voulez faire du pain solaire. Et donc ça fait que on a forcément une performance solaire qui est limitée. C'est-à-dire que on se donne pour objectif, si vous voulez, de faire 30% de pain solaire, et on estime que c'est déjà très bien parce qu'en Normandie, il y a 40% de probabilité qu'il fasse beau. Mais 30% de pain solaire, c'est déjà énorme, en fait, parce que si vous mettez un four comme ça à disposition d'un boulanger de quartier, il aura du mal à en faire autant. C'est pour avoir une décarbonation à ce point-là, ça passe par énormément de transformation métier. Donc, c'est remettre l'ingénieur non pas seulement sur la technique, mais sur le cœur du métier. Voilà. Donc, il y a un four à bois quand il fait pas beau. Voilà. Donc, il y a une deuxième activité de torréfaction, il y a une deuxième activité artisanale chez Néoloco, c'est l'activité de torréfaction.
et qui, elle, concerne un produit de conservation. Et ça change tout sur les performances de transformation métier, puisque sur l'activité de torréfaction, on arrive à faire du 100% solaire sur les tâches de torréfaction. Parce que si vous voulez, on peut torréfier beaucoup quand il fait beau, faire du stock, et ensuite faire de l'emballage quand il fait pas beau, etc. Et donc la transformation organisationnelle de l'activité, et c'est là où ça commence à être intéressant pour être transposé ailleurs, c'est qu'on peut, grâce à une transformation organisationnelle, fournir un accès continu à nos produits tout en ayant un accès variable aux ressources. Voilà, donc l'adaptation organisationnelle permet ça. Voilà. Et donc, ça permet de travailler la robustesse des organisations pour faire face à la variabilité et créer une vraie culture de la variabilité. Aujourd'hui, toutes les organisations, que ce soit entreprises ou collectivités, reposent sur l'hypothèse d'un accès continu et illimité aux ressources, un accès continu et illimité aux ressources. Voilà. Et aujourd'hui, il va falloir passer dans l'hypothèse d'un accès variable aux ressources énergétiques, en matières premières, en réseau de communication, etc. Voilà. Et donc, l'expérience de Néoloco, après quelques années, en fait, a débouché à la méthode TELED parce qu'on s'est dit, mais en fait, les transformations qu'on a fait dans la boulangerie et dans la torréfaction, basées sur les réflexions de cette étude énergétique à travers le monde, voilà, qui nous a poussé à expérimenter en fait les modes d'organisation les plus adaptés, on s'est dit, en fait, on aurait pu le faire dans d'autres secteurs d'activité que la boulangerie ou la torréfaction. On aurait pu, qu'est-ce que donne une boulangerie solaire, qu'est-ce que donne une, pas une boulangerie, une menuiserie solaire, j'en sais rien, une ferronnerie, peu importe. Un service de collectivité. Voilà. Et donc, TELED, à la base, c'était pour s'adresser à l'énergie. Et donc, c'est offrir un cadre de référence pour penser les organisations autour d'un accès variable à l'énergie, mais ça s'étend maintenant aux ressources. C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme une activité, par exemple, ça peut être dans des secteurs du service, quand on a des problèmes d'accès au réseau de communication, voilà, les risques numériques, par exemple. Voilà. Et donc, les ressources non pilotables, c'est une forme de variabilité. Hein, si on veut décarboner une collectivité ou une entreprise, on peut faire appel aux énergies renouvelables non pilotables. Voilà, mais ça peut être par exemple la ressource en eau. La ressource en eau, c'est non pilotable. Les pénuries, on nous a coupé le gaz oui, il y a 2 ans. Voilà, donc ça, c'est une forme de variabilité. L'instabilité des prix, c'est la même chose. Et donc, on voit bien aussi avec les pénuries, l'instabilité des prix, que les sources, que les ressources qui semblaient continues, donc par exemple le gaz, l'électricité, il y a encore quelques années, en fait, on commence à avoir un accès variable aussi aux ressources dites continues. Donc, l'adaptation à la variabilité, en fait, elle est juste obligatoire si on veut avoir des entreprises assez robustes pour passer les fluctuations, quoi, et les variations du monde qu'on a devant nous. Donc dans l'économie globale, si vous voulez, il faut séparer les produits périssables, enfin les productions périssables et les productions de conservation. Parce que vous avez bien vu entre l'exemple de la boulangerie et de la torréfaction que les produits de conservation, c'est beaucoup plus simple. Et ça tombe bien parce que ça représente 90% de tout ce que on consomme, les tables, les chaises sur lesquelles on est assis, les matériaux de construction, etc., etc., etc. Voilà. Donc, je laisse la parole à Loïc pour vous présenter des diagnostics TELED qui ont été réalisés. Donc, vous allez avoir des cas d'études très différents de la boulangerie ou la torréfaction qui a permis de mettre au point cette méthode et qui maintenant sont appliquées à des échelles industrielles. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas comment on passe les slides, donc si quelqu'un peut passer la suivante, voilà, super. Donc, avec Arnaud, on a créé un collectif qui s'appelle TELED, qui regroupe des gens qui souhaitent s'approprier cette méthode et l'enrichir pour toujours mieux adapter les organisations à la variabilité, donc à un accès variable à l'énergie ou aux ressources. Je vais vous en présenter très brièvement deux, mais allez, en 1 minute pour chaque. Le premier, là, c'est une société qui s'appelle Adam, qui est en Gironde, qui fabrique des caisses de vin. Et cette société est particulièrement inspirante parce que bon, c'est une société industrielle, 90 salariés sur site, 12 millions de chiffre d'affaires, environ 800 000 caisses de vin produites par an, beau site industriel avec une scierie intégrée. Et je trouve cette société particulièrement inspirante parce qu'elle existe depuis 150 ans, presque 150 ans. Elle a toujours fait des caisses de vin. Et là, elle est très menacée par le changement climatique. Alors nous, on est intervenu sur TELED sur la partie énergie.
mais elle est très menacée par le changement climatique parce que le milieu du vin en Gironde est très menacé par le réchauffement. Les productions ont déjà commencé à décroître en quantité et en qualité aussi. Et donc, il va falloir que cette entreprise, si elle ne veut pas disparaître, change complètement son modèle. Alors déjà en s'adaptant à la variabilité, il y a un enjeu parce que Adam s'est équipé d'une ombrière photovoltaïque sur le parking. Il y a un enjeu d'améliorer l'autoconsommation, donc pour mieux s'adapter au rythme du solaire. Mais il y a aussi un enjeu de continuité d'activité parce que ça permet de travailler sur des scénarios de plan de continuité de l'activité, comme une rupture complète d'accès au réseau électrique. Ça, c'est un scénario très intéressant et puis, on est aussi en train de travailler avec Adam sur la suite, à l'après caisse de vin. Et c'est particulièrement inspirant. Donc, on déploie aussi une méthodologie avec eux pour complètement changer le modèle d'affaires d'une entreprise aussi importante. Et ça, au regard de toutes les menaces liées au changement climatique et liées aux instabilités, qu'elles soient géopolitiques ou risques sanitaires ou autres. Mais comment robustifier cette entreprise pour qu'elle vive encore en moins 150 ans? Voilà, je passe très vite, je suis vraiment, je peux pas rentrer dans le détail, c'est dommage. Mais voilà, toute une méthodologie déployée chez Adam et qui porte déjà ses fruits. Ensuite, Nutriset, là, groupe industriel encore plus, enfin, bien plus gros, une autre échelle, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, où c'est un diagnostic récent qu'on a fait là, avec le collectif, et notamment avec des partenaires de l'enseignement supérieur. Diagnostic récent où pour la première fois on s'est retrouvé face à une entreprise qui a tellement optimisé sa chaîne de fabrication en usine que les leviers pour s'adapter à la variabilité sont très peu nombreux. On en a trouvé quand même, mais assez difficile à trouver et donc une remise en cause du système global. Euh, Enfin, obligatoirement, pour gagner en robustesse, il faut aussi se poser la question de repartir d'une feuille blanche. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'à travers la méthode TELED, on voit des vulnérabilités très importantes à travers la variabilité qui permettent de repenser le modèle aussi en profondeur. Et donc pour ceux que ça intéresse, avec Nutri7, ça vaut le coup d'explorer l'usine distribuée. Voilà, je crois qu'on a vraiment très peu de temps et je pense que ça vaut le coup de passer aux questions rapidement. Donc allons-y. Je vous ai mis en commentaire un lien vers www.teled.fr. Je vous mets aussi vers Label Tech pour ceux qui souhaitent explorer les low-tech comme réponse, les low-tech industriels comme réponse d'adaptation. Et merci Loïc. Donc, du coup, il y a une question pour Arnaud, la première, en parlant de néolocaux. Ton projet est-il robuste? Ton business plan te permet de vivre avec une seule activité, te permet-il de vivre avec une seule activité, la boulangerie, ou as-tu besoin d'être en polyactivité en réalisant notamment du conseil via la méthode TELED? En d'autres termes, est-ce que tu as créé TELED parce que tu n'avais pas assez de revenus ou est-ce que c'est parce que tu voulais parler de cette méthode? Oui, alors les activités de néolocaux, donc que ce soit la boulangerie est viable en elle-même. La torréfaction aussi. En fait, les activités, elles ont été pensées pour être viables en elles-mêmes, voilà. Et en fait, TELED s'est rajouté naturellement. Et puis c'est plus une volonté de se dire, mais en fait, allons mesurer l'impact de ce qui peut être fait ailleurs. Voilà. Mais effectivement, maintenant, moi, ça me prend beaucoup de temps. En gros, maintenant, on est 4 salariés chez Néolocaux. Ça fait à peu près 3 équivalents temps plein. Et il y a un temps plein sur le pain. Et donc ça, c'est viable, il n'y a pas de souci, hein. Le pain, on le vend au prix de tout le monde. Voilà. Il y a un temps plein sur la torréfaction, globalement. Et un temps plein sur Télède, hein, c'est à peu près ça. Et les activités sont pensées pour être viables. De toute façon, TELED, c'est récent hein, dans les activités de néolocaux parce que même si on en parle depuis un certain temps, c'est les diagnostics, etc., etc. L'objectif est de les multiplier pour pouvoir mesurer le potentiel dans les différents secteurs de l'économie. Mais au départ, c'était pas un modèle économique
de faire Teled, hein. Et d'ailleurs, on a monté ça sous forme de collectif, hein, donc il y a des gens qui se forment à faire du Teled. C'est bien parce qu'on n'a pas pour objectif de nous-mêmes faire tous les diagnostics, etc. C'est pas, le gros intérêt de Néoloco depuis le départ, c'est le slogan, c'était ça, hein, être viable dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Donc, il faut être viable économiquement et être robuste pour aller jusqu'au monde de demain. Voilà. Donc, ça fait partie du projet d'avoir une viabilité économique quand même. Même Merci si, Arnaud. évidemment, voilà, ça nous prend du temps et que ça transforme un peu le projet, forcément. Du coup, je réponds très rapidement à la question, prévoyez-vous une formation à Rennes, puisqu'elle a été répondue dans le chat. Il n'y en a pas à Rennes, il y en a à Concarneau notamment, et il y en a d'autres un peu partout en France. C'est les premières formations un peu partout en France qui arrivent. Vous les retrouvez sur le site qui a été donné par Loïc. Et sinon, vous nous poserez en question après sur LinkedIn ou autre, et on arrivera à vous répondre. Pouvez-vous expliquer plus en détail les étapes d'une méthode appliquée, de la méthode appliquée pour faire diagnostic TELED? Et du coup, je pense qu'on peut passer sur le slide jaune, Charles, pour que Loïc Répondre à réponde cette bien à ça. question et puis répondre aussi sur le coût d'un Loïc, diag TED en même temps, parce que je Loïc, vois je pense que tu as un qui réseau posait une question. un peu Oui, vous m'entendez? variable. Est-ce que tu peux couper ta vidéo pour qu'on t'entende peut-être mieux? Ah zut. Allons-y comme ça, C'est j'espère que beaucoup c'est mieux, mieux. merci. Euh, Parfait. Bon, donc la méthode dans les grandes lignes, évidemment, c'est une journée de formation, hein, pour la méthode, donc je ne peux pas la résumer en une minute, mais ça consiste à s'intéresser à un produit en particulier, un produit stratégique de l'entreprise, et à identifier les tâches essentielles pour le produire. Alors, si on s'intéresse à la ressource énergie en particulier, à la variabilité d'accès à l'énergie, on va identifier les tâches les plus énergivores et voir comment est-ce qu'on peut les planifier de manière à s'adapter à cette variabilité, c'est-à-dire les planifier au moment où l'énergie est plus facile, qu'elle est moins chère ou qu'elle est disponible, typiquement le solaire. Et ça veut dire qu'on va découpler ces opérations de production du reste du flux. Donc on a plein d'exemples comme ça où le flux de production reste un flux tendu et un flux tiré, puisque c'est ce qui est en place dans la plupart des entreprises qui ont intégré le lean manufacturing. Mais on va découpler certaines opérations, donc créer un stock tampon avant et après l'opération pour qu'elle puisse accepter de la variabilité. Et on va replanifier le flux, voilà, le replanifier comme ça. Et on calcule un point de bascule économique qui nous permet d'identifier à partir de quand il vaut mieux découpler telle ou telle opération plutôt que de continuer à subir les fluctuations d'accès à l'énergie sur cette opération. Parce que, évidemment, j'imagine que vous avez en tête la question de, bah ouais, mais si on fait des stocks tampons, ça coûte cher, ça crée plein d'autres contraintes. Donc oui, c'est le cas. Mais on a là énormément d'exemples où il vaut mieux faire du stock plutôt que de payer l'énergie chère, globalement. Alors, combien coûte un diagnostic TELED? Ça dépend complètement de la taille du flux à diagnostiquer. Et puis, ça va dépendre de où c'est, qui va intervenir, etc. Mais il faut nous consulter là-dessus. On fait des diagnostics TELED qui, en général, tiennent sur une journée ou 2 jours. Donc contactez-nous. Du coup, merci. Tu as répondu à une autre question. Une autre question qu'on propose, c'est comment a réagi l'usine Nutricet quand vous leur avez dit de repartir d'une feuille blanche? En fait, c'était pas tant que ça une découverte pour eux. C'est qu'un site qui a 24 heures de stock sur site, qui est dépendant d'approvisionnements internationaux, qui est dépendant de la demande des Nations Unies, parce que c'est le cas de Nutricet, qui a énormément de fluctuations, de variabilité sur la demande, sur les approvisionnements et tout ça. Ils avaient déjà identifié ça. Donc, c'est pas une surprise. Ils en sont plutôt à un stade où il faut maintenant apporter des réponses et des alternatives. Tout à fait. Et Nutricet, c'est une entreprise qui est assez moteur sur ces sujets-là et donc qui est en train de se questionner beaucoup sur son business model. Est-ce uniquement une analyse de flux énergétique ou plus largement de toutes les ressources? Parce que quand tu as présenté la méthode TELED, tu as insisté sur le côté énergétique. Et donc, je te laisse répondre sur cette question-là. Partie des énergies, parce que c'était ça, c'est de là qu'on est parti par notre expérimentation, et en particulier néolocaux chez Arnaud.
Mais en fait, on s'est rendu compte en accompagnant des entreprises sur gagner en robustesse face à la variabilité d'accès à l'énergie, qu'elles gagnaient en même temps en robustesse sur la variabilité d'accès aux ressources, qu'elles soient matières premières ou même ressources humaines, hein, l'absentéisme par exemple. Parce que ce système de découpler des opérations d'un flux tendu en compensant par du stock tampon qui va permettre d'absorber cette variabilité avec une planification plus complexe et plus intelligente aussi, ça permet d'absorber toute forme de variabilité. Donc, suivant les entreprises, la variabilité ne vient pas forcément en premier lieu de l'énergie. Et quand on déploie la méthode, en fait, on a des gains un peu à tout niveau pour gagner en robustesse. Bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Loïc et Arnaud? On nous pose la question, cela répond aussi à la vulnérabilité politique de la dispo ressources liées aux tarifs, par exemple les États-Unis ou autres. Effectivement, nous, on a essayé de faire un lien par rapport à notamment aux questions d'adaptation, par rapport aux vulnérabilités liées à l'adaptation, mais effectivement, ça répond aussi aux questions géopolitiques. Donc, merci pour cette présentation et cette proposition. Une journée d'intervention de TELED, mais combien de temps pour l'entreprise, nous demande-t-on? Il y a un peu de documentation à envoyer en amont du diagnostic, hein. On fait toujours un mail en listant les documents dont on a besoin. Et ensuite, à l'issue du diagnostic, on va construire un plan d'action. Donc, c'est plus à l'issue du diagnostic qu'on va déterminer ensemble quel niveau de ressources il va falloir mobiliser côté entreprise. Super. Eh Dans la bien, foulée sur les démarches merci. collectives où on s'arrête là. Je pense qu'on a sur donc la question sur les démarches collectives, je pense qu'elle est plutôt liée à ce qu'on a dit avant. Avez-vous connaissance de démarches collectives menées par un groupe d'entreprises à l'échelle d'un territoire ou même d'une zone industrielle partageant un tronc commun de solutions d'adaptation? Je ne connais pas exactement d'exemple encore, mais j'espère que ça va venir. La question de l'adaptation est encore un sujet qui a malheureusement été assez peu traité. Donc, je pense que bientôt, on en aura, Frédéric, à te donner, sauf si quelqu'un a quelque chose à nous donner là tout de suite. Mais sans- On envisage quand même, parce qu'on a trois axes de travail avec le collectif TELED, c'est entreprise, collectivité et enseignement supérieur. Et sur les collectivités, on envisage des actions à l'échelle d'un territoire. Bon, c'est surtout sur la métropole de Rouen aujourd'hui. Mais bon, il y a des idées qui sont en train de germer, du type une journée sans électricité dans les écoles, quelque chose qui pourrait se planifier, se préparer un peu avec tout le monde. Alors c'est difficile à coordonner parce que ça implique la commune, l'éducation nationale, enfin plein de compétences différentes. Mais il n'empêche que en s'y préparant et en faisant quelque chose de ludique, un peu pour tout le monde et très pédagogique, faire une journée sans électricité à l'école, ça permettra de le vivre beaucoup mieux quand ça arrivera. Et je crois également qu'on a un certain nombre d'acteurs de zones portuaires, je pense à la zone portuaire de Rouen ou aussi au Havre, où il y a une réflexion qui est en train de se mener, de se dire on va être confronté à un problème commun, inexorable, il serait peut-être pertinent qu'on amorce une réflexion collective. Et effectivement, dans la publication de l'ADEME qu'on a présentée, il y a aussi des approches territoriales, mais je ne suis pas sûre d'avoir d'exemples dessus, précis avec des noms de collectifs. Anaïs nous demande une dernière question pour Néolocaux. Où est-ce qu'on peut acheter le pain de Néolocaux? Et ben, l'une des réponses, c'est dans un périmètre qui est livrable à vélo et Voilà. vélo électrique. Donc l'adaptation, elle est travaillée ouais, depuis longtemps à Néoloco. Donc voilà, le pain est livré à vélo jusque Rouen. Alors après, il y a, sur le site, hein, il y a des points de livraison, mais contactez-nous, il y a des trucs, c'est plus proche. Après, les graines néolocaux, on peut les trouver plus facilement un peu plus loin, mais c'est entre Montville et Rouen, quoi, globalement. Il faut habiter près de chez nous pour avoir la chance de goûter le pain. Merci beaucoup. On va repasser la main à Clara pour qu'elle puisse clôturer cette web conférence. Eh ben, Euh, voilà. merci. Merci beaucoup. Merci Léna, Charles, Loïc et Arnaud pour votre présentation. C'était très intéressant. Pour conclure, le replay et le support de présentation vous seront envoyés dès demain dans vos boîtes mail et puis seront disponibles sur le site de la PCC.
Et donc, comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, vous avez beaucoup d'autres webconf qui sont disponibles et que vous pouvez aller regarder. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, donc dans la catégorie des webconférences. Si vous êtes un bureau d'études et que vous réalisez des prestations de conseil sur les thématiques d'adaptation au changement climatique, par exemple, plan climat, stratégie carbone ou même tout ce qui est lié à la mobilité, on vous invite à parcourir le rapport d'activité de la PCC, euh, pour mieux nous connaître et découvrir la multitude de projets qui sont en cours au sein de l'association. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers nous pour adhérer à la PCC et participer, par exemple, à nos différents groupes de travail. On en a un sur l'adaptation en ce moment même, ou réaliser une webconf comme celle qu'on a vue aujourd'hui. Si vous êtes pour le coup une entreprise et que vous êtes à la recherche d'un prestataire, je vous invite à aller regarder notre annuaire des membres sur notre site pour trouver donc le prestataire qui conviendra à votre demande. Notamment, donc on a RSY Conseil qui est présent dans cet annuaire. Et donc, je vais terminer cette webconf en remerciant l'ADEME qui soutient ce webinaire et puis Actu Environnement et The Good qui relaie nos webconférences. Pour finir, il y a une enquête de satisfaction qui va s'ouvrir à la fin de ce webinaire. Donc, c'est super important pour nous que vous y répondiez et puis surtout pour les intervenants pour qu'ils aient, pour qu'ils aient un retour sur ce webinaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Vu qu'on ne se voit pas en vrai, c'est vraiment très important. Donc, je vous invite à prendre juste 2-3 minutes pour y répondre. Ça nous aidera tous. Et donc, on en a terminé pour ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Le prochain aura lieu le 17 avril sur un sujet de mobilité. Le sujet, ce sera la mobilité des jeunes. Quels outils pour ramener les enfants vers la marche et le vélo? Donc voilà, si ça vous intéresse, vous devriez recevoir un petit mail avec le lien d'inscription très rapidement. Donc encore une fois, merci à tous les quatre pour votre présentation. Et je vais pouvoir fermer ce webinaire. Merci à toutes et tous pour vos nombreuses questions et votre participation.